Alors après cette conférence qui donne la place en quelque sorte à l'espoir, on va continuer sur cette image d'espoir. Donc la conférence que je vais vous proposer, je vais la répartir. Alors je vais lancer le PowerPoint pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc je vais la répartir en quatre étapes. Donc l'immigration, bouleversement de l'identité, adaptation, un peu, beaucoup ou pas du tout. Alors tout d'abord avec l'histoire d'une petite fille, et puis nous verrons ensuite l'identité d'un immigré avec les bouleversements et l'adaptation, et puis le temps des retrouvailles, et pour finir, tout ça pourquoi. Alors, je suis obligée de faire quelques manipulations parce que je voulais vous proposer quelques photos avant de commencer. Voilà, quelques photos qui datent des années 60. À mon diaporama, vous avez reconnu évidemment les photos du départ et du bidonville. Il en sera grandement question dans cette conférence. Alors, l'immigration dont je vais vous parler dans cette conférence, c'est l'histoire de la double peine. À travers les bouleversements d'identité, c'est à travers le regard d'une petite fille que j'ai décidé de vous en parler. Une petite fille qui grandit dans une ville, Lisbonne, où le thermomètre ne descend jamais en dessous de 12. Elle arrive en France, à la Courneuve, en plein mois de décembre de 1963. Elle a 4 ans, elle découvre la neige, il fait froid. C'est un voyage interminable. Mais où on va ? En 10 ans, près d'1 million de personnes ont fui le Portugal. En France, pendant la période des 30 Glorieuses, l'économie repartait. Nombre de travailleurs y furent employés pour construire des logements qui ne leur étaient pas destinés. Les immigrés, eux, il fallait qu'ils se débrouillent, qu'ils se construisent un toit avec leurs propres moyens. C'est ce qu'ils ont fait. Un voyage clandestin dans un taxi vieillot, avec un confort tout relatif, sans chauffage durant ce voyage hivernal. Il faut économiser l'essence. Puis l'arrivée dans un lieu noir. Ça sent mauvais. Il y a de la boue partout. Des maisons de briques et de broc qui menacent de s'écrouler à chaque tempête. Des baraques. On appelle ça un bidonville. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On va rester ici un certain temps et on va bientôt repartir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, cela veut dire ne pose plus de questions. Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous? Je veux voir ma copine Anna, elle me manque. Elle doit me chercher partout. Et pourquoi les gens ne nous aiment pas? Ils sont chez eux. Ils ont la priorité. Nous, on est chez eux. Et c'est à nous de nous adapter. C'est comme ça. Si tu te fais discrète,
tout se passera bien et ils t'aimeront. On partira dès que ton père aura trouvé du travail et que l'on pourra obtenir des papiers. Des papiers ? Durant une grande partie de son enfance, cette petite fille entendra parler des papiers. Puis après les papiers d'identité durement obtenus, ce sera autour des papiers administratifs. Comme dans la chanson de Léo Ferré, poète, vos papiers. Angoisse pour cette mère analphabète, c'est le monde hermétique auquel elle n'a pas accès. Alors, la petite fille grandit et c'est elle qui devient la responsable des papiers. Remplir les ordonnances, oups, elle voulait dire les feuilles de soins. Remplir les formulaires, rédiger les devis de son père, car elle sait écrire, elle. Drôle de monde où les enfants deviennent les responsables de famille. L'insouciance de l'enfance, elle ne sait pas ce que c'est. Y a-t-elle droit, elle ? L'immigré quitte le pays où il est né, où il a grandi avec sa famille. C'est un déracinement et la peur de l'inconnu. Partir pour un nouveau pays, une langue différente, une culture différente, une mentalité différente, et la plupart du temps, un regard indifférent, voire hostile. Du côté du pays qu'il quitte, c'est une famille qui perd un fils, une fille, un frère, un père, un cousin, une nièce. Situation vécue comme une rupture et surtout comme un abandon. Cette personne sera d'ailleurs considérée comme une étrangère à son retour au pays. Comment vivre cette situation de souffrance et que met l'immigré en avant pour s'en sortir ? Une anecdote me revient à l'esprit. L'assistante sociale qui avait reçu cette mère pensait lui faire un beau compliment quand elle lui dit « Vous avez des enfants souriants, on voit qu'ils sont bien soignés, ils sont bien habillés, ils sont heureux, c'est très bien madame. Quand vous aurez besoin d'aide, vous reviendrez nous voir. Au revoir madame. » Alors, cette mère résignée s'en était retournée avec ses enfants dans la boue du bidonville. L'enfant d'immigré grandit trop vite, quitte le monde de l'insouciance de l'enfance comme s'il comprenait que la vie ne lui réservait pas des facilités, encore moins des passe-droits, pas d'amis, pas de carnet d'adresse. Il faut faire des efforts, encore plus d'efforts, avoir de l'endurance dans l'effort, de l'énergie, de l'amour envers et contre tout. Pour autant, la richesse de cette petite fille, c'est l'amour qu'elle a. De l'amour en trop qu'elle a toujours ressenti. Du trop de peine, du trop de souffrance, du trop de pleurs, du trop d'injustice qu'elle recycle intuitivement et qui devient du trop d'empathie. Mais ce trop est aussi inadapté que du pas assez. Il lui en a fallu du temps pour comprendre et s'adapter à cette inadaptation, s'approprier cette énergie. Malheureusement, au fond d'elle, cette petite fille grandit et nourrit jour après jour un sentiment de honte. Honte d'être qui elle est, une brunette aux grands yeux noisettes, ne mangeant pas de sandwich jambon-beurre lors des sorties de classe, mais du pain avec une omelette au chorizo. Ça sent fort. Les enfants sont sans pitié. Leurs remarques tranchantes et chaque coup porté, insidieux, sans bruit, sont autant d'atteintes à sa différence. Alors cette différence, c'est un poids à porter. Je repense à cet enfant en danger de perte d'identité. Elle ne rêve que d'une chose, être comme les autres, se fondre dans l'environnement, mais elle se sent encombrante, avec des parents qui ne partent pas en week-end, vu que toute la famille est restée au Portugal. Ces parents qui ne viennent pas aux réunions scolaires, vu qu'ils ne comprennent pas bien le français, et pour ne pas rajouter à la honte, c'est tant mieux.
Cette mère catholique et analphabète, où la religion représente la ligne directrice à suivre à la lettre, si je puis dire, et quand enfant, elle rentre à la maison en pleurs, parce qu'une fois de plus, elle a été traitée de Porthos, et rouée de coups de pied, cheveux tirés. La consigne familiale est toujours la même. Ne pas répondre, s'éloigner, quitte à passer pour une peureuse. Comment alors ne pas ressentir de la rage, de la colère? Comment arriver à sublimer toutes ces émotions pour ne pas en subir la double peine? Peut-on faire de ces handicaps des points forts? Et comment? C'est en effet un véritable bouleversement d'identité qui s'opère. La solution alors serait peut-être l'adaptation. Un peu, beaucoup, ou pas du tout, envers et contre tout. L'enfant immigré grandit en souhaitant effacer tout ce qui le sépare des personnes auxquelles il est prestigieux de s'identifier. Et ce ne sont pas ses parents. Ceux-ci ne parlent pas bien la langue, ne mangent pas la blanquette de veau et les éclairs au chocolat. Ils s'habillent avec des vêtements qui ne sont à la mode de personne. Aucune limite ne sont posées par ses parents, qui finissent par perdre leur statut d'adulte responsable, puisque les enfants sont là pour remplir les papiers administratifs, signer le carnet scolaire, remplir les feuilles de soins médicales et répondre aux médecins. Dis au docteur que je suis constipée. Constipé veut dire enrhumé en portugais. Vous êtes constipé, dit le docteur. Depuis combien de jours? Que d'erreurs de diagnostic qui ont été faites. Eh oui, constipé, c'est un faux ami. Au-delà de ces subtilités de langage, qu'est-ce que l'identité d'un immigré? Cette identité peut prendre la forme d'une simple boîte aux lettres, comme on l'a vu sur la diapo, dans un bidonville, car cette boîte aux lettres signifie que vous êtes localisé, que vous recevez du courrier. On peut vous écrire pour vous signifier vos droits et vos devoirs. Vous avez une existence aux yeux de la loi et aux yeux du monde, vous êtes reconnu. Vous pouvez faire des demandes puisque vous avez une place. Vous n'êtes pas rien. La reconnaissance passe par le regard de l'autre qui se pose sur soi, nous dit tout. Encore aujourd'hui, dans nombre de publications. Et malheureusement, dans le cas de l'immigration, c'est rarement un regard avec bienveillance, mais plutôt un regard avec hostilité. Ce regard vient réveiller des souffrances, des blessures narcissiques, des différences. Les immigrés apprennent à faire profil bas. La personne qui n'a pas de territoire doit de surcroît se taire. C'est le territoire du silence qui lui est imparti. Ils ne font pas partie des privilégiés qui ont une légitimité, ce sont des clandestins, des hors-la-loi. Alors, de retour au pays, les retrouvailles. Ah, les retrouvailles tant rêvées. Avec ceux qui ne vont pas tarder à vous reprocher sans mots de les avoir abandonnés. Ce sont de nouvelles blessures. Tu es devenu le français. Tu es montré du doigt, car tu arrives avec une belle voiture, de beaux vêtements, dans un pays qui est encore sous la dictature de Salazar, générant à nouveau des frustrations et un regard hostile. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as pas de territoire. Tu te sens à nouveau l'étranger. Pour l'immigré qui revient, le Portugal est alors vu comme un pays sous-développé. Pas de belles routes, des maisons simples sans grand confort, pas de Félix Potin pour aller faire ses courses. On ne trouve rien sur les étagères de la petite épicerie du village. Pas de lait frais, pas de croissants. Alors en effet, un sentiment peut naître à cet instant, la honte. Ce sentiment ne quittera plus la personne et une volonté grandit, ne pas ressembler à ces gens-là. À leur insu,
une frontière invisible prend place. Il y a les vrais Portugais, ceux qui sont restés au pays, et les autres, ceux qui sont partis, les traîtres. Rien n'est dit, tout est ressenti. L'immigré comprend qu'il n'est pas le bienvenu, alors il faut choisir son camp. Que se passe-t-il? Est-il coupable de ressentir cette honte? Ont-ils raison de le rejeter? Est-ce vraiment du rejet? Ne serait-ce pas au fond qu'un triste quiproquo générant de l'incompréhension de part et d'autre et beaucoup de souffrance? La vie n'est pas une souffrance, c'est une expérience à vivre. Et dans le bouleversement de l'identité, c'est une sacrée expérience, ou plutôt une expérience sacrée. Dans le processus de l'immigration, la personne peut tenter différentes formes d'expérience, de vie, sans se laisser enfermer dans l'une d'elles. Elle devient libre d'expérimenter, libre de ne pas se laisser enfermer dans un confort, et au contraire, sortir de sa zone de confort pour aller expérimenter d'autres choses. C'est cette expérimentation, dotée du facteur d'adaptation, qui permet de se constituer des ressources. Des ressources qui vont lui permettre à tout moment de sortir justement de sa zone de confort sans danger, puisqu'elle a déjà expérimenté beaucoup de situations dont elle est sortie indemne. Alors adaptation, oui. Adaptation comme expérimentation, oui. Comme le résultat heureux des erreurs, oui, mais comme affirmation de soi surtout, sans tomber dans la facilité de se laisser définir par une situation, par un événement, par un contexte, et garder en fin de compte sa liberté d'action, sa liberté de penser, sa liberté de mouvement, sa liberté de déconstruction sans danger. Alors j'ai fait une petite diapo pour vous expliquer un petit peu. C'est cette liberté qui amène la connaissance de soi, qui amène à la connaissance de soi. La personne comprend que cette déconstruction ne peut pas la détruire et se construit ainsi un formidable socle de confiance en soi et d'estime de soi qui amène à l'affirmation de soi, véritable clé vers la reconnaissance. Les immigrés, des chercheurs de vie meilleure. Comment mes parents pouvaient-ils alors supposer que ce voyage était un voyage sans retour et qu'il allait à ce point bouleverser leur vie et celle de leurs enfants? Comment, partant avec la ferme intention de revenir, pouvaient-ils pressentir que cette traversée qu'on appelait au salto deviendrait une rupture si brutale? Ces souvenirs viennent réveiller notre mémoire, la provoquer, lui donner des frissons. C'est pour moi, aujourd'hui, un moment d'une nostalgie rare, douce et surtout réparatrice, appelée à saudade. Les ruptures s'estompent entre passé et présent. Une histoire se reconstruit alors dans notre imaginaire. Une histoire virtuelle est en devenir. C'est mon histoire. C'est notre histoire. Filles et fils des grands découvreurs, héritiers d'une culture universelle, mes parents quittaient un monde où l'espérance était évanouie. C'était un voyage pour une vie meilleure. Mon enfance fut riche en émotions. C'est un moment rare que celui de mettre des images sur des souvenirs d'enfance que me permet aujourd'hui ce congrès sur l'identité. Au royaume de Salazar, les mots justice, liberté et égalité étaient des blasphèmes. Le moine dictateur voulait faire de ces gens des gens sans histoire.
Cette émigration massive, véritable mouvement d'émancipation fait leur réponse. Mais il est difficile de s'inscrire dans l'histoire quand on a tout quitté, quand on a perdu la langue et les gens avec qui on l'a parlé, que l'on se retrouve en marge de la société dans un bidonville, sans parole, sans toit et sans adresse, et avec comme seule richesse, l'espoir. Devoir de mémoire, devoir d'hommage. Redonner de la place, une place à ce mouvement migratoire, parler du courage, de la prise de risque de ces gens. Ils savaient ce qu'ils quittaient, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Ils ont malgré tout trouvé quelque chose, c'est l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure pour eux, mais surtout pour leurs enfants, pour leurs parents et leurs proches restés au pays, et à qui ils envoient un peu d'argent. Et pour ça, ils n'hésitent pas à en payer le prix fort dans ce voyage de l'immigration où beaucoup y ont perdu la vie. Alors je suis fière, moi, enfant de la première génération, de cette vague migratoire. Je suis fière de ces gens, responsables et insouciants. Ambiguïté du courage. Je peux dire que non seulement j'ai des papiers d'identité, mais j'ai surtout des papiers de mes identités. Et que loin de représenter un handicap porté comme un poids par des générations d'immigrés, je le porte comme un étendard, fruit d'une addition de plusieurs identités, de plusieurs cultures, de plusieurs langues, de plusieurs sensibilités. Autrement dit, une identité augmentée. Alors aujourd'hui, sans peur de me perdre, sans l'obligation de faire un choix enfermant, et en faisant un pied de nez à l'arithmétique, je peux affirmer que je suis 100% française et 100% portugaise. Et au-delà, je suis 100% citoyenne de la terre, de l'universel. Comme l'affirme Paul Ricoeur, à travers son concept d'identité narrative dont on a parlé ce matin, en racontant nos épisodes de vie, nous en construisons ou reconstruisons la cohérence et le sens. En tant que fille d'immigrants, je déposerai cette conférence et un certain nombre de photos et de documents au musée de l'immigration à Paris. Cette conférence qui raconte là le parcours migratoire de ma famille, pour participer à la sauvegarde et à la transmission de cette mémoire partagée, parce que la France se conjugue au passé composé. Et pour finir, j'aimerais à nouveau faire passer quelques photos. Il y en a une qui représente le départ du Portugal et l'autre qui représente des sourires de ce peuple attachant.
Obrigada. Merci. Avez-vous des questions pour Isabelle? Déjà, un grand merci pour ce très beau témoignage, très émouvant, que j'ai ressenti vraiment très profondément en moi, dans ce qu'on entendait. Merci. On s'entend. Merci beaucoup. Merci. Merci de ce beau témoignage et qui est quand même le modèle d'une intégration exemplaire bon, à travers des souffrances. Enfin, on sait le courage qu'il faut aux migrants pour quitter leur pays et tout ce qu'ils ont à traverser. On n'en a pas forcément idée, tout ce qu'ils ont à traverser pour venir jusqu'à nous. Simplement, votre histoire, elle est tout de même exemplaire parce que vous vous sentez 100%, ça j'ai adoré, 100% française et 100% portugaise. Vous ne voyez pas de contradiction entre l'un et l'autre, mais plutôt un plus, plutôt que de vivre ça comme aujourd'hui pour beaucoup, comme un moins, comme une soustraction. Vous voyez, je parlais ce matin justement d'identité plurielle, enfin c'est effectivement une richesse d'avoir plusieurs cultures, plusieurs langues, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est-à-dire certains vivent ça comme une soustraction d'être en France et d'avoir perdu, et ils ne voient que ça, ils sont que dans la nostalgie d'une autre culture, ce qui fait un décalage et une souffrance intolérable pour eux. Alors que vous avez, alors est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est une affaire de résilience, comme on dit, enfin en tout cas vous avez trouvé votre chemin pour vous épanouir pleinement dans ce pays d'accueil. Et je crois que vous n'êtes pas la seule, il y a énormément d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Grecs, de Chiliens qui ont vécu cette expérience, et on est très heureux de les connaître parce que effectivement c'est une ouverture fantastique sur l'étranger, sur l'autre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, parce que bien sûr on ne peut pas s'empêcher d'y penser, c'est cette espèce de rejet de la culture d'accueil, et qui nous met dans des situations assez dramatiques, parce que bien sûr ce rejet de la France va induire par ricochet un rejet de l'immigré, enfin donc une espèce de méfiance réciproque, et c'est là où la différence, ça va faire un écran, au lieu qu'il y ait un pont entre les gens. Vous savez, sur les billets, sur les euros, il y a un pont, hein, plutôt qu'un mur entre... voilà. Il y a un pont entre les différents pays de la communauté européenne, et on vous voit effectivement marcher péniblement sur ce pont, trébucher, souffrir, et c'est vrai que dans les années 60, c'était assez horrible, tous ces bidonvilles, alors qu'on a fait un effort pour accueillir mieux maintenant, surtout que maintenant on en est à la 4e génération pratiquement, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. En tant que Français, on a du mal à comprendre cette haine de la France, ce rejet de la culture française, au lieu de voir un enrichissement, d'accéder à une nouvelle culture sans renier la sienne, eh bien, comme s'il fallait absolument faire un choix. Et vous avez réussi ça, de garder toute la richesse que vous avez acquis
et c'est une chance, parce qu'effectivement, on n'a pas tous cette chance d'avoir deux cultures. Enfin, c'est une chance, c'est un peu ambigu, mais enfin, c'est quand même au bout du compte une chance. Et vous avez accepté, enfin accueilli justement, quand je parlais ce matin d'identité close, d'identité figée, ben, vous n'êtes pas resté dans une identité close de portugaise et d'expatriés finalement, et vous avez ouvert, et vous avez accueilli cette nouvelle identité française sans avoir l'impression de trahir votre pays, sauf au début justement. Ça c'est aussi très intéressant, comment est perçu celui qui est parti et qui revient. Il est étranger, donc finalement il est un peu étranger partout. Enfin, c'est une espèce d'irrésolution. Qu'est-ce que je suis? Donc d'où une crise d'identité, puisque je ne suis pas reconnu par personne, quoi. Et comment on arrive à surmonter ça? Et c'est vrai que souvent l'intégration même des parents se fait par les enfants, enfin, qui vont à l'école, et ça, bravo l'école, enfin, en tout cas bravo l'école de cette époque où les enfants apprennent la langue et apprennent à maîtriser, à aider leurs parents. C'est une très belle histoire, et je suis contente que vous la communiquiez au musée de l'immigration. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que des histoires comme ça, il y en a des milliers, et pas forcément en traversant une frontière. Ça peut être une frontière symbolique entre une région et une autre. Et quand j'ai voulu raconter en fait cette histoire, enfin mon histoire, il se trouve que je vais partager une petite anecdote avec vous. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. J'ai rencontré mon professeur que j'avais eu en 3e, et je l'ai rencontré dans le cadre de mes consultations. Et on est un peu tombé dans les bras de l'un de l'autre, parce que c'était un professeur qui m'avait permis de faire d'autres choses. J'avais construit une guitare, etc. On avait fait un CD, enfin un disque à ce moment-là avec le prof de musique. Et c'était vraiment quelqu'un qui était dans l'ouverture. Et quand je lui ai raconté cette histoire, parce que je lui ai demandé de m'aider pour faire cette petite adaptation avec la musique et les photos, qu'il a bien voulu faire parce qu'il fait partie d'un club de vidéo, il m'a dit, mais j'ai vécu la même chose dans ma région. Quand on quittait la Bretagne, on était en perte d'identité. Donc ton histoire, c'est pas que ton histoire, c'est l'histoire de tous en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a encouragée aussi à vous raconter aussi cette histoire. Et comme on a vu ce matin, on a parlé surtout d'expérience. Et l'identité, c'est surtout l'expérience de soi. Et c'était, voilà, pour moi, on est entre nous. Et j'avais envie de partager ça avec vous, voilà, comme une expérience de vie en fait. Merci, en tout cas Isabelle. On va devoir quitter la salle. Et pour ceux